Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Tenue de la 3e session du comité de pilotage du projet de renforcement de la surveillance épidémiologique à Conakry, occasion de faire une rétrospective des activités réalisées en 2018 et projeter de nouveaux plans d'action pour l'année en cours. Nous irons à Kindia pour s'inquiéter des échos d'une petite révolution verte dans le bas-fond de Dakafori. Ce périmètre inexploité a été aménagé. Des prémices d'une moisson prometteuse dans ce journal avec Fodé Camara. Le stade de Nongo a fait l'objet d'une visite des députés de la commission santé, sport, art, patrimoine historique. Ces élus du peuple sont allés constater la qualité et l'état d'avancement des travaux. Bonsoir à tous, merci de nous accorder votre fidélité. Conakry abrite la 3e session du comité de pilotage du projet de renforcement de la surveillance épidémiologique en Guinée. La rencontre a permis au cadre du département de la santé, de l'élevage et de l'environnement de faire le bilan des activités réalisées en 2018. De nouveaux plans ont été identifiés pour l'année qui s'amorce. Ça, à Marathon, nos reportages. C'est la 3e session du comité de pilotage du projet de renforcement des systèmes de surveillance depuis sa mise en place en 2018. Elle réunit les cadres des départements de la santé, de l'élevage et de l'environnement. Il s'agit pour ces acteurs de réfléchir sur les acquis de ces projets en Guinée et d'identifier de nouveaux plans d'action pour l'année 2019. Il s'agit de discuter avec les spécialistes, de discuter avec les services techniques, mais aussi avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'exécution des activités pour 2019. Nous avons travaillé déjà en amont pour définir, selon les directives qui ont été édictées par le ministère de la Santé, en termes de planification, en termes de suivi, en termes de formation, en termes de gouvernance dans le secteur de la santé. Tous ces éléments ont été pris en compte pour que les défis auxquels nous avons fait face durant l'année 2018 soient levés, pour que nous ayons un bon taux d'exécution à partir de l'année 2019. Avec ce 3e comité de pilotage, j'espère que nous allons nous accorder sur les actions prioritaires qu'il faudra mener pour qu'en fin de 2019, nous ayons finalement toute la base qu'il faut pour qu'il y ait un système de surveillance opérationnel et efficace dans le pays. En plus des départements de la santé, de l'élevage et de l'environnement, d'autres ministères seront associés en 2019 à cette nouvelle plateforme de surveillance appelée One Health, une seule santé. Pour renforcer la surveillance, de nouvelles stratégies sont annoncées. Le faible taux d'exécution du projet est lié à 2 éléments. Le premier, c'était les questions institutionnelles qui ont été réglées dans la mesure où les attributions entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la Direction nationale de l'épidémiologie qui avait été créée n'étaient pas explicites. Maintenant, le ministère de la Santé a pris la décision de transférer toutes les questions de surveillance, essentiellement les composantes de la surveillance, vers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le projet de renforcement des systèmes de surveillance réunit 14 pays de la sous-région ouest-africaine. Il résulte de l'expérience tirée du passage de la maladie à virus Ebola. La soude caustique, une substance mortelle injectée dans les cuisses d'un bébé de 2 semaines. Cet acte qui s'est produit à Foricaria ne résulte pas d'un accident, mais serait plutôt volontaire. Le bébé est en soins intensifs. Quant à la présumée coupable, elle a été arrêtée par la police. On en sait davantage dans ce reportage de Alpha Isiagaba. C'est un choc qui a été ressenti au-delà même de la préfecture de Foricaria. Un bébé de 2 semaines, dont le baptême n'était pas encore célébré, se vit administrer de la soude caustique avec une seringue. L'auteur du crime serait cette dame, Mafren Bangoura. Le bébé est en vie, mais risque de perdre certaines de ses parties intimes. Depuis, l'affaire fait la une sur les réseaux sociaux. L'acte s'est produit dans la localité de Tassen, à 40 km du chef-lieu de la préfecture. La présumée coupable, elle, est actuellement dans les mailles de la police de Foricaria.
Cette fille est mariée à Forikaria, mais est venue rendre visite à ses parents. Pendant son séjour, elle a chopé mon mari et dans ça, elle est tombée enceinte. Pourtant, elle et moi étions de vrais amis. Mais quand on a demandé à mon mari, il a nié la grossesse. Et quand le bébé est né, à ma grande surprise, mon mari reconnaît la paternité de l'enfant. C'est ce qui m'a choqué et j'ai pris la soude caustique, j'ai injecté l'enfant. On a pris contact avec l'hôpital qui nous a informé que, compte tenu de la gravité de l'acte, le bébé a été évacué sur la demande d'une ONG. Donc automatiquement on est revenu. La dame Maferen Bangoura a été auditionnée ainsi que son mari. Et nous avons informé, remonté les informations. L'ONG qui avait pris l'évacuation du bébé en charge, on l'a en relation avec la direction de l'OPROGEM, on leur avait demandé d'émettre une réquisition à médecin pour que le médecin légiste se détermine de la gravité de l'acte. Donc je pense qu'au même moment, la maman du bébé a été auditionnée à Conakry. Ces différents actes-là, nous avons été envoyés à travers la direction de l'OPROGEM. La victime reçoit actuellement des soins intensifs au centre d'hospitalisation du Kankamayen. Sa maman, Mabinti Traoré, est toujours sous le choc et reste inconsolable. Elle sollicite de l'assistance pour sauver son bébé. J'ai laissé l'enfant dans les mains de ma belle-mère. Mais ma soi-disant coépouse est venue prendre l'enfant pour l'envoyer dans la chambre où elle a procédé méchamment à l'injection de la soude caustique sur le corps de l'innocent enfant. Elle l'a fait sciemment. La présumée coupable est arrêtée depuis le 13 décembre dernier. Une arrestation intervenue après une plainte des responsables de l'OPROGEM de la direction centrale de la police judiciaire. La présumée coupable sera déférée prochainement au tribunal des premières instances de Kindia pour son jugement. Il vous souviendra que le jour du Nouvel An 2019 avait été marqué par un naufrage à Conakry dans lequel 3 personnes sont décédées. Le préfet maritime et les acteurs impliqués dans la sécurité maritime étaient face à la presse pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce drame et aussi annoncer les dispositions prises afin de retrouver d'éventuels corps. Les détails avec sergent-chef Lamine Sana Camara. Expliquer au peuple de Guinée comment le naufrage survenu au large de Conakry le 1er janvier dernier s'est produit. C'est le but de ce point de presse animé par le préfet maritime et les autres acteurs impliqués dans la sécurité maritime. Comme on l'a dit, cette barque n'était pas destinée au transport. Elle n'était même pas du port de Boulbiné, elle est venue du port de Mayoré. Mayoré qui est un port à Coléa. Donc quand elle a vu qu'il y avait beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, elle s'est transformée en barque de pêche pour pouvoir gagner de l'argent. C'est voilà donc dans les conditions, je crois qu'ils sont venus jusqu'au niveau de Boulbiné et le moteur, d'après les informations, que le moteur a commencé à avoir des problèmes. Donc vous savez qu'une barque de pêche, les moteurs sont selon les puissances. Il y a une moteur de 15 chevaux, 40 chevaux, ainsi de suite. Donc quand un moteur, quand vous devez prendre 40-50 personnes, il faut pas, une barque de 15 chevaux ne peut pas vous amener. Donc il a eu des problèmes de moteur. Le temps de reprendre ça, une grande vague est venue, il les a tapés et ils sont tombés dans l'eau. Voilà comment les circonstances dans lesquelles l'accident s'est passé. On a pu récupérer des gens. Le lendemain, directement, dès qu'on a l'accident arrivé, on est allé, on a vu les 2 corps. Il s'agissait du commandant, malheureusement le commandant de la barque, celui qui conduisait la barque, Momo Fofana, communément appelé Dadi, et Aminata Kamara, qui est une marieuse qui était allée acheter du poisson à Kassa. Hier maintenant qu'on a continué les recherches, et Dieu a fait que, comme c'était le 3e jour, on a pu
retrouvé le corps de Salimata Touré, une jeune de 17 ans. Selon les conférenciers, l'embarcation qui a chaviré s'était frauduleusement infiltrée au point d'embarquement pour emporter les passagers qui se sont montrés impatients d'attendre les barques officiellement déployées pour la traversée. Toutes les embarcations qui sont passées à Bolobine, qui sont passées au petit bateau, et le bateau qui a bougé au niveau de l'île de l'Or, il n'y a pas de problème. Parce que le principe était respecté. Mais cette embarcation, personne ne peut dire qu'il a vu une... Nous avons constaté, même si les passagers portent les gilets, une fois le départ du débarcadère, à haute mer, ils allèrent dire qu'il fait chaud. Si on vous dit exactement, il y avait combien de personnes dans cette embarcation, on vous aurait menti. Pour l'heure, les dispositifs sécuritaires mis en place depuis le jour du drame restent maintenus et les gestes se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels corps sur l'ensemble du littoral. Aucune précision ne peut être donnée par rapport au nombre de passagers qui ont pris place dans cette pirogue, car le capitaine de bord ne disposait d'aucun manifeste d'embarquement. Les autorités de la préfecture maritime invitent l'ensemble des composantes de la nation à une autosensibilisation pour que de pareils cas ne se reproduisent plus. En plus bref, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, n'est pas d'accord avec le code civil révisé adopté le 29 décembre 2018 par l'Assemblée nationale en séance plénière. Se fondant sur l'article 79 de la Constitution, le chef de l'État a saisi le président de l'Assemblée nationale pour un courrier lui demandant de procéder à une nouvelle délibération sur ce code civil révisé, en l'occurrence la disposition relative à la polygamie et à la monogamie en République de Guinée. Autre sujet d'actualité, la nouvelle année s'annonce prometteuse, avec de belles réalisations dans le bas-fond de Dakafori dans Kidia. Ce périmètre inexploité pour cause d'inondations à répétition vient d'être aménagé par le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles Extension Basse-Guinée-Farana. Là-bas, un riz à maturité va bientôt se retrouver dans les marmites. Fodé Camara nous signe ce reportage. Dans la capitale des agrumes, précisément à Kilissi, la plaine de Darafori souffre chaque année d'une inondation précoce. Pour corriger ce dysfonctionnement, des travaux sont en cours pour la mise en place d'une digue-route, des digues de protection, 2 canaux d'irrigation en béton armé. Ici, l'aménagement de ce domaine a permis de détourner les eaux de la rivière de Kilissi pour stopper les inondations intempestives. Les jeunes entrepreneurs sont en train de monter. Ils sont en train de monter, ils font le maximum. Surtout les femmes aussi, qui sont là, qui sont en train de travailler. Ça me réconforte et c'est bien parce qu'on les identifie. C'est vraiment une liste qu'on va publier. On va donner à d'autres bailleurs, on va donner à d'autres projets pour dire ces gens-là sont sérieux. Donc c'est ça, ceux qui ne sont pas aussi sérieux, on va les dénoncer. Les épis de la variété CK90 sont annonciateurs d'une bonne moisson. Fruit de l'aménagement de 40 hectares de ce périmètre par le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles Extension Basse-Guinée-Farana. Mariam Souma est l'une des responsables des groupements évoluant dans ce périmètre. Elle supervise les opérations de récolte. Aujourd'hui, nous sommes soulagés. Nos maris et nous-mêmes avons beaucoup souffert. Il y a de cela près de 5 ans, ce domaine ne produisait plus. Il était toujours inondé. Une inondation qui déversait du sable partout. De nos jours, l'aménagement nous permet de stopper ce phénomène. Toujours à Kindia, à Bondorouré, un dalo est prévu pour la maîtrise de l'eau. Autre appui, des clôtures grillagées de protection contre les animaux. Des canaux d'irrigation et des puits maraîchers sont aussi prévus sur un périmètre de plus de 5 hectares. Dans le même panorama, à la baie, les acteurs du monde rural se penchent sur le document national de politique agricole. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de ce document pour l'amélioration des performances en termes de productivité. Reportage Sarah Fedine Diallo dans un commentaire de Mamadou Saloupa. À la baie, les acteurs du monde rural et les autorités administratives échangent sur les documents de politique nationale de développement agricole et celui de l'investissement agricole.
Le débat devrait aboutir à des propositions concrètes permettant la mise en œuvre du document de politique nationale de développement agricole. Toutefois que le département on songe à nous pour de telles formations, ça ne fait qu'à nous grandir, avoir un outil de base afin que nous soyons très opérationnels sur le terrain. Le document de politique de développement agricole et celui de l'investissement dans le secteur sont élaborés par le gouvernement guinéen avec l'appui des partenaires au développement. L'enjeu est d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Qu'est-ce qui renforce encore notre optimisme? Le PASAG a mis en place, donc a mis à disposition un certain nombre d'équipements qui rentrent dans le cadre de l'animation de ce dispositif de suivi et évaluation. Chaque secteur d'activité a un document de politique. Et vous avez vu que le gouvernement a fait du secteur agricole le moteur de la croissance économique du pays. Donc il est bien qu'on ait des documents qui guident nos interventions et qui tiennent compte de tous les enjeux de développement aujourd'hui, en tenant compte aussi des mutations que nous avons au niveau national et sous-régional. Cette retrouvaille de 3 jours a permis à ces acteurs d'approfondir les réflexions sur le développement rural. Outre l'agriculture, il a été aussi question du développement de l'élevage et de la protection de l'environnement pour un développement durable. Les ressortissants résidents de Katako dans la préfecture de Boké s'organisent pour le développement de leur localité. Pour y arriver, ils capitalisent les initiatives de levée de fonds, des fonds qui permettront de jeter les bases du développement de leur circonscription. On en sait un peu plus avec Lancé Kamisoko, Mamadi Terna Kamisoko. Ces pas de danse authentique du Bagataï annoncent les couleurs d'une série de manifestations culturelles ici à Katako. C'est une initiative des jeunes de ce village vivant à Conakry. Ces jeunes n'ont qu'un seul souci aujourd'hui, le progrès de leur localité. Réunis au sein de l'association des ressortissants de Katako, ils entendent unir leurs forces pour un développement harmonieux de leur village. Nous sommes porteurs d'un projet et ce projet demande vraiment une mobilisation des jeunes, mais aussi de nos parents. Et ce projet, c'est quoi? C'est la construction d'un bloc administratif. Donc il faut d'abord des activités, planifier des activités à travers le football que nous venons de vivre tout de suite, mais aussi à travers des activités de réjouissance où chacun peut vraiment se réjouir et partager vraiment des moments importants avec l'autre. Des danses folkloriques, un match de gala opposant Katako Centre à Tamouya, une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et des prières pour la paix et le développement sont initiées. Des actions visant à inculquer aux jeunes l'amour de la patrie. Il y a une ouverture qui est là déjà, qui est faite, et je crois que c'est tendu maintenant de les encourager dans ce sens-là à travers les prières. Qui se disent, bon, même si effectivement ils sont engagés dans ça, mais qui viennent quand même pour vivre en communion avec les autres jeunes qui sont là, qui n'ont pas la possibilité de sortir, dont les familles aussi sont pauvres. Mais je crois qu'en étant ensemble, ils peuvent réaliser quelque chose. Nous avons commencé avec leur communauté au niveau de Kipé à Conakry. Nous sommes aujourd'hui à Katako et nous irons partout où ces jeunes vont nous interpeller parce que c'est une jeunesse positive et constructive qui est là et il faut les appuyer. À l'image de cette première édition, les jeunes ressortissants de Katako à Conakry promettent chaque année des manifestations culturelles. Cela pour le rayonnement de la culture Baga, une culture dont l'étendard est le masque Ndemba. Participer au développement, une action de haute portée. Un ressortissant de la ville de Massanta prend une part active au développement de sa localité. Il s'engage à construire le vestibule du patriarche, une façon de faire briller la culture en consolidant la paix et la cohésion sociale. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. Le patriarche de la préfecture de Massanta aura bientôt son vestibule, ici même au centre-ville. À côté, un musée est également prévu où seront rassemblés quelques objets des pères fondateurs de la préfecture. L'initiative vise à trouver un endroit décent pour l'autorité morale de la localité. Le financement de cet édifice est entièrement assuré par un fils du terroir.
Comment un patriarche peut être dans une maison qui ne l'appartient pas? Donc, j'ai jugé nécessaire de trouver un abri pour lui, et ce qui explique donc la pose de la première pierre aujourd'hui ici. Nous allons faire une villa quand même très grande, puisque c'est un patriarche, il reçoit beaucoup de monde. Mais à côté, nous allons faire un grand hangar qui va servir de lieu de réunion pour toutes les communautés qui vont passer ici. Au fait, nous sommes en train de créer, en plus du logement, de l'abri, un site touristique. Après donc le logement, on se transporte au mausolée. À côté du mausolée, nous allons créer un musée. Et ce musée-là va recevoir, n'est-ce pas, tous les arts, les objets culturels que Massanta a connus. La pose de la première pierre de ce vestibule a mobilisé les fils ressortissants, amis et sympathisants de Massanta. L'unité nationale et le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés qui y vivent sont entre autres défis que compte relever le patriarche. Aujourd'hui, il est très content. Aujourd'hui, il est très content. Vraiment, le mot même, il dépasse. Rien ne sert d'être chef si tu n'as pas un asile. Et c'est ce que les fils, les bons fils, est venu résoudre un problème majeur qui ne faisait pas notre honneur. Qu'il en soit remercié. À travers cette initiative, les fils ressortissants de Massanta expriment leur volonté de contribuer au développement de la préfecture. A rappeler que ces natifs regroupés au sein de l'association des ressortissants de Massanta pour le développement viennent de bénéficier d'un chèque de 200 millions de francs guinéens offert par l'opérateur économique Antonio Soare pour l'achat d'émetteurs pour la radio rurale de Massanta en vue d'augmenter sa capacité de couverture de la zone. L'année 2018 a enregistré de brillants résultats dans le secteur bancaire, des assurances et des microfinances. La nouvelle a été dévoilée par les autorités en charge du secteur financier guinéen. C'était au cours de la cérémonie de présentation de vœux à la Banque centrale, ce qui constitue un bon point pour projeter de grandes ambitions pour 2019. Boubacar Ba. La cérémonie de vœux du Nouvel An est juste une occasion de retrouvailles avec la famille professionnelle pour d'une part faire le bilan du passé et jeter un regard sur l'avenir d'autre part. C'est dans ce cadre qu'à la Banque centrale, représentants des structures bancaires, assurances, microfinances et courtiers étaient tous au rendez-vous autour du gouvernement de la Banque centrale. Chacune des corporations, en ce qui la concerne, a fait un aperçu sur les résultats de l'exercice écoulé, les difficultés enregistrées et fait des propositions dans le cadre global d'une solution durable. Des questions liées au crédit bancaire, le respect des lois et règlements, les déficits d'exploitation dans certaines structures, la formation et la lutte contre l'inflation ont été soulevées par l'association professionnelle des banques, des assureurs, des microfinances et les courtiers. En réponse, le gouverneur de la Banque centrale s'est félicité des résultats enregistrés en 2018, avec un taux d'inflation à un chiffre, une croissance à 5,8%, des avoirs extérieurs conformes aux normes, une solvabilité des banques et assurances, la numérisation du système bancaire, le tout associé à la révision du nouveau plan comptable et la mise en place du Conseil national de l'épargne et du crédit. L'année 2019 s'annonce avec optimisme. Les instruments de politique monétaire ont continué à être mis en œuvre, centrés tout entièrement cette fois-ci vers le financement de l'économie, c'est-à-dire ce qu'il faut pour que les entreprises, surtout les PME, puissent accéder au crédit. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place un système d'information de crédit que comprend les centrales habituelles, de sorte que la transparence puisse être instaurée dans le secteur financier. Nous allons poursuivre ces efforts pour la mise en place d'une bourse de valeur. Signalons que la Guinée vient de boucler la deuxième revue du nouveau programme de la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international avec succès. Cette cérémonie de vœux a enregistré la présence de deux anciens dirigeants de la Banque centrale qui ont quitté la tête de l'institution il y a 35 ans. Éducation avec le lancement de la campagne de distribution des sacs scolaires. Le coup d'envoi est donné à Sandénia dans la préfecture de Farana. Une action du Conseil des jeunes guinéens de France pour accompagner les autorités à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves du monde rural. Les images de Silati Kourouma sont commentées par Ousmane Ba.
L'école primaire de Sandénia dans la préfecture de Farana a été choisie pour le lancement de la campagne de distribution des sacs solaires. Les élèves de 5e et 6e année sont les bénéficiaires de ces sacs didactiques. Environ 200 sacs sont distribués aux apprenants. Un appui du Conseil national des jeunes Guinéens de France bien apprécié par les encadreurs. Je suis très content du fait qu'ils nous aident à améliorer les conditions de l'étude de notre sous-préfecture, de notre établissement particulier. Vraiment, je suis très ravi. Ces lampes que nous avons, qui sont fixées sur ces sacs, permettent aux enfants de faire traiter les devoirs la nuit ou faire des lectures la nuit. De Sandénia, direction Laya. Les élèves de l'école primaire de la localité reçoivent le Conseil national des jeunes Guinéens de France en compagnie des cadres du département de l'éducation nationale. Là également, plusieurs sacs solaires sont distribués aux élèves de 5e et 6e année. Nous avons à cœur de contribuer au développement éducatif de notre pays. Donc on pense que nous estimons que l'éducation à la base est l'outil ou le socle de l'évolution scolaire de l'élève. Donc c'est pourquoi nous avons estimé que nous pouvons apporter quelque chose à travers notre ONG qui est dans beaucoup de domaines, notamment l'éducation nationale. Je demande de soigneusement garder les lampes et d'encourager les élèves à en faire bon usage. Ce n'est pas des sacs qui doivent se retrouver sur le marché ou dans les champs ou dans les potagers. Non, c'est des sacs qui doivent servir à aider l'élève à faire la lecture le soir, à faire les calculs, à prendre ses leçons. Cette campagne de distribution des sacs solaires va se poursuivre dans plusieurs localités à travers le pays. L'action va permettre aux élèves des localités en manque d'électricité de pouvoir réviser leurs leçons la nuit. Infrastructure sportive, les députés membres de la commission santé, sport, art et patrimoine historique et jeunesse ont visité le stade de Nongon. Ces élus du peuple sont allés constater l'évolution des travaux réalisés dans ce stade qui tarde encore à être opérationnel. Abdoulaye Diallo, Morlaï Souma. Ces élus du peuple et les cadres du ministère en charge des sports sont venus s'enquérir des réalités du stade de Nongo. Grâce à un partenariat public-privé à travers la société GBM, principal bailleur de fonds, les travaux de finition avancent progressivement. Ces travaux portent essentiellement sur le tunnel récemment construit, les vestiaires au nombre de 4, 480 toilettes compartimentées, des salles de massage et de vidéosurveillance. À cela s'ajoutent des fauteuils VIP, plus des chaises au tricolore national qui seront bientôt installées. J'ai eu le soutien personnel du chef de l'État, moralement, tout le temps, et chaque fois quand vous voulez vous décourager, je vous encourage. Bon, parce que vous ne faites pas ça que pour vous ni pour vos enfants, mais vous faites ça pour la jeunesse, pour le peuple de Guinée, pour le public, pour le sportif, pour l'avenir de demain. Donc c'est une très grande fierté pour nous aujourd'hui d'avoir ces installations. Pour la pelouse, il y a des petits soucis encore, mais je pense qu'avec un match, 2 matchs que nous allons jouer dessus, nous allons voir avec le temps comment cela peut se passer. Si nous continuons à améliorer les travaux que nous faisons, je pense que ça ira. Pour ce qui est des toilettes, comme vous l'avez constaté vous-même, les toilettes, c'est tout autour du stade. C'est fait à l'image du nombre de personnes qu'il y a au stade. Au stade et au centre technique de Nongo, les visiteurs ont été émerveillés par la qualité des travaux réalisés. Depuis notre indépendance, la Guinée a rayonné sur le continent, dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture et surtout dans le domaine des sports. Nous lançons un appel à tout le peuple de Guinée, au gouvernement, à tous les patriotes, où qu'ils soient, qu'on se donne tous la main afin que, comme le 28 septembre 1958 et le 2 octobre 1958, que comme un seul homme, la Guinée se lève pour être prêt afin que la CAN soit organisée ici et que nous la réussissions. Beaucoup de personnes de passage
à côté du stade Nongo, ne savent pas ce qui se passe réellement à l'intérieur du stade. C'est pourquoi nous avons accepté de faire venir les députés pour qu'ils voient réellement ce qui se passe. Et ils peuvent nous aider à communiquer là-dessus parce que nous ne sommes pas tous dans le même voie politique. C'est important, c'est chaque bord que nous donnons tous les mains pour une Guinée unie et prospère. Chacun joue son rôle là où il est. Donc la visite d'aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une symbiose entre l'exécutif et le législatif. A rappeler que le stade Unité de Nongo est bâti sur une superficie de 12 hectares qui doit abriter plusieurs terrains multisports. Ces infrastructures seront visitées par les présidents de la FIFA et de la CAF, attendus ce dimanche à Conakry. Nous revenons sur cette brève avant de boucler ce journal. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, n'est pas d'accord avec le Code civil revisé, adopté le 29 décembre 2018 par l'Assemblée nationale en séance plénière. Se fondant sur l'article 79 de la Constitution, le chef de l'État a saisi le président de l'Assemblée nationale par un courrier lui demandant de procéder à une nouvelle délibération sur ce Code civil revisé, en l'occurrence la disposition relative à la polygamie et la monogamie en République de Guinée. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent suite de programme et passez une douce nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir.